la France devenue le deuxième exportateur mondial d'armes, avec une hausse extrêmement significative sur la période qui s'étale depuis 2019. 47% d'augmentation sur les exportations d'armes, ce qui fait de nous le deuxième exportateur derrière les États-Unis, mais juste devant la Russie, devant également la Chine. On va vous montrer les chiffres. Les États-Unis sont très loin devant, 42%. C'est le volume exporté par les États-Unis. Mais regardez, la France fait son apparition sur le podium, juste devant la Russie, la Chine et l'Allemagne. Au total, quand on regarde le détail, 42% des exportations françaises sont à destination des États d'Asie et d'Océanie. 34% concernent le Moyen-Orient. L'Inde est de loin, très loin, le premier destinataire des armes françaises, qui représente 30% de nos exportations. Et là-dedans, nous avons un atout maître. C'est le Rafale. C'est le maître des exportations d'armes françaises. Une centaine d'exemplaires ont été livrés ces 5 dernières années, avec 194 livraisons pour l'instant encore à faire. Dans le carnet de commandes, à lui seul, le Rafale représente 31%, vous le voyez, des exportations d'armes françaises sur les 4 dernières années. On va vous montrer le détail des comptes. Bon, le Rafale, c'est vraiment... Pas seulement, hein. Non, le Rafale, c'est bien. C'est notre atout. C'est notre atout. Alors, maître. C'est la tête de pont. Oui, incontestable, mais la remarque générale qu'on peut faire, c'est que la France conserve une industrie de la défense. Industrie. Vous savez, on parle de désindustrialisation. En fait, la France ne s'est pas désindustrialisée sur le plan de la défense, elle reste au contraire une grande puissance dans ce domaine, et elle est capable de produire tout ce qu'une armée, le Rafale, mais tout ce qu'une armée de premier rang peut exiger, c'est-à-dire les canons César qu'on a évoqués, des chars d'assaut, des porte-avions, des avions, des munitions. Et elle a une autre particularité pour un économiste qui est très significative, c'est ce que me rappelait hier Patrice Huiban. Il est professeur d'économie de la défense à Sciences Po, c'est un ancien haut fonctionnaire, et il me rappelait qu'un euro investi dans le secteur de l'industrie de la défense correspond à 1,8 € de création de valeur. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien. Comme on a une vraie filière de production en France, c'est-à-dire qu'on part du point de départ pour arriver au produit final, sans intégrer de composants étrangers, au passage, sans intégrer de composants américains. Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'il y a extraterritorialité de la loi américaine et que les Américains pourraient nous demander des comptes sur l'utilisation d'armes constituées à partir de leurs composants. Et ils pourraient même aller jusqu'à nous interdire de les utiliser ou de les vendre. Ça a été le cas. Absolument, François a raison de le rappeler. Donc, Donc dans l'avion qu'on voit par exemple là, il n'y a pas un ressort, pas un boulon, pas un vis américain. Non, et si c'était le cas, nous perdrions, c'est-à-dire que sur l'ensemble de l'appareil, nous perdrions notre souveraineté économique et industrielle. Pascal, donc c'est central. Nous sommes également en direct avec Marc Chassillon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur expert en système d'armes. Monsieur Chassillon, j'observais avec Pascal une autre spécificité française. En France, il n'y a pas de programme d'avions furtifs à 350 millions d'euros, comme c'est le cas du F-22 américain, ou de super destroyers à 4 milliards d'euros. Si on parle de l'USS Zumwalt. En France, un Rafale, ça coûte 70 millions. 3 fois moins. Oui. Une frégate multimission, ça coûte 630 millions. Vous faites la différence avec les 4 milliards. Est-ce que c'est pas ça aussi notre spécificité, monsieur Chassillon ? On fabrique sans doute beaucoup moins cher pour des résultats un peu comparables. Oui, bonjour à tous. Alors les systèmes d'armes américains que vous avez cités, ils ne sont pas proposés à l'export, hein. Ni le Zumwalt ni le F-22. Les Américains en fait proposent à l'export des produits qui sont dans le domaine aéronautique, on va dire d'un point de vue rapport qualité-prix assez comparable au Rafale, hein. C'est en fait le F-35 essentiellement et les F-15. Donc ce sont des objets qui sont entre, allez, on va dire 80 et 110 millions d'euros pièce, mais il n'y a pas un rapport de 1 à 3. Ensuite, dans le domaine des constructions navales, c'est vrai que nous avons une force avec Naval Group, qui fait que nous vendons des FREMM. Alors on voudrait en vendre beaucoup plus que ce qu'on a vendu aujourd'hui. On vend des frégates qu'on appelle de défense et d'intervention. On en a vendu à la Grèce. Donc ça aussi, ça rentre pas mal dans les volumes, dans la volumétrie pardon, qui a été énoncée tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand même la vedette du show, c'est le Rafale. Et le Rafale
représente aujourd'hui donc un tiers de nos exportations, mais il va représenter beaucoup plus puisque le carnet de commandes est plein à craquer et que les volumes de Rafale exportés vont aller croissant et que le Rafale et tout son environnement, parce que quand on vend pour 100 € de Rafale, si j'ose dire, on vend quasiment pour 50 ou 60 € d'environnement, c'est-à-dire des outillages, des pièces de change et surtout des missiles, ouais. Puisque le Rafale c'est un coût complet, c'est un avion plus ses missiles, et la société MBDA a elle aussi ses carnets de commandes bien remplis grâce au Rafale. Reste avec nous, monsieur Chassilon. Je reviens vers vous dans quelques instants. Alors, il y a un autre élément, François, qui est mis en avant par ceux qui nous achètent les armes, c'est qu'elles ont prouvé leur efficacité. Les armes françaises, elles ont été utilisées sur des terrains d'opération extérieurs. Combat proven, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'effectivement, la France, qui a une armée de corps expéditionnaires et qui est intervenue par ces 30 dernières années extraordinairement souvent, que ce soit sur le continent africain ou au Moyen-Orient, oui, elle a les moyens de pouvoir dire à ses clients, regardez à quel point nos armes sont efficaces sur le champ de bataille. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a une qualité stratégique des ventes d'armes françaises. C'est-à-dire qu'on ne vend pas, j'allais dire, comme si on était un supermarché à qui voudrait venir acheter sur étagère. On vend à des clients qui ont un intérêt à avoir une coopération de défense avec la France, notamment dans le domaine stratégique. Vous regardez, où est-ce qu'on vend le plus? C'est en Asie. Pourquoi? Parce que l'Inde, évidemment, a besoin d'avoir des partenaires, pas uniquement les Américains ou les Russes, mais aussi des partenaires qui puissent l'aider à tenir tête à l'hégémonie chinoise. Idem au Moyen-Orient, où les clients de la France veulent pouvoir s'équiper pour pouvoir tenir tête à l'Iran. Et vous voyez à l'antenne des obus utilisés en Ukraine. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la France fabrique des obus. À notre rythme, mais nous fabriquons des obus. Nous en avons déjà livré 30 000 à l'Ukraine depuis le début de la guerre contre la Russie. Ça se passe dans les forges de Tarbes, une usine donc dans les Hautes-Pyrénées. C'est la seule en France capable de construire ces munitions. Elle tourne en sur-régime depuis le début de l'invasion totale russe en Ukraine, avec, selon les syndicats, des équipements qui seront vétustes. Regardez, extrait d'un reportage d'Esther Lefebvre, Hortense Villatte et Eva Castin. Cette usine est la seule en France capable de produire ces corps d'obus. Depuis le début de la guerre en Ukraine, elle tourne à plein régime, voire en sur-régime, avec des équipements vétustes, selon les syndicats. On ne subit panne sur panne. Notre quotidien, c'est ça, c'est courir pour remettre à hauteur l'outil de production, pour réussir à redémarrer, pour honorer nos commandes de clients. Si rien n'est fait pour la maintenance de notre outil de production, on va planter notre client. Objectif 2024, 120 000 obus à produire, soit 3 fois plus que l'an dernier. Selon la direction, il sera tenu, même si elle confirme un embouteillage. La partie forge est à l'arrêt pour éviter des problèmes de stockage. Alors qu'en aval, dans d'autres ateliers, des machines sont en maintenance. Marc Chassilon, je constate que je ne m'étais pas posé la question de ce que nous fabriquions avant cette guerre en Ukraine. Est-ce que la France est en capacité de fabriquer tout le spectre des armements? Nous évoquions le Rafale tout à l'heure, on vient de voir les obus, mais est-ce qu'on fabrique jusqu'aux munitions de petit calibre, par exemple? Oui. Alors non, nous ne fabriquons pas tout. Nous fabriquons ce qu'on appelle tous les systèmes d'armes à haute valeur ajoutée, très technologiques, et ceux qui sont bien sûr garants de notre souveraineté. Donc évidemment les sous-marins, les porte-avions, les avions de chasse, voilà, tous les missiles de grande précision, ça effectivement nous le fabriquons. Nous avons laissé tomber, alors c'était au tournant des années 90, quand les arsenaux ont été privatisés, il a fallu trouver un modèle économique pour les anciens arsenaux, et nous avons volontairement abandonné un certain nombre de productions. Donc par exemple les munitions de petit calibre, et les armes de petit calibre, nous n'en fabriquons plus. Il a été décidé qu'on les achèterait sur les marchés export. Et si vous prenez par exemple un fantassin français, eh bien, il n'a aucun équipement français sur lui. Il a un fusil allemand, un lance-roquettes suédois, un gilet pare-balles norvégien, des bottes allemandes. Voilà, donc, et un pistolet autrichien. Donc ça, tout ceci, nous le fabriquons plus. Mais il a été considéré que ces équipements ne faisaient pas partie du cœur stratégique de souveraineté de l'industrie française, et nous les avons purement et simplement abandonnés. C'est-à-dire qu'en fait, on a carrément fermé les usines. Tout à l'heure, votre reportage montrait les forges de Tarbes. Il faut savoir que ces forges faisaient partie des arsenaux à l'époque, jusque dans les années 90, et elles ont été volontairement fermées.
et elles ont réouvert grâce à un investisseur privé il y a quelques temps, et on est bien conscient, on est bien content, si j'ose dire, qu'il l'ait fait, parce que sinon on se retrouvait devant comme gros gens. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marc Chassilon d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Alors il y a encore un point que je souhaitais aborder, François, c'est la proposition de Thierry Breton. Alors notre commissaire européen, puisqu'il est français, il est en charge du commerce intérieur et donc notamment de l'industrie de défense. Il rappelle que l'Europe a à sa disposition 3 porte-avions, 2 britanniques, 1 français, et que le porte-avions français, le Charles de Gaulle, est le seul avec catapulte. C'est-à-dire c'est le seul sur lequel les avions comme le Rafale peuvent décoller, atterrir. Et donc, il dit, tous les 18 mois, il est au carénage. Il nous faudra un autre porte-avions. Et il avance l'hypothèse d'un porte-avions européen, sous pavillon européen. Bon, évidemment, cette idée, elle fait beaucoup réagir. Je vous vois dodeliner, vous aussi, mon cher François. Pourquoi est-ce que c'est... Non, c'est pas une mauvaise idée en soi. C'est juste que, si vous voulez qu'il ait le drapeau européen, ça voudrait dire que sa conception, sa réalisation et les missions pour lesquelles il devrait partir sont toutes européennes. Or, c'est pas franchement le cas encore aujourd'hui. On est capable de faire, et encore, on va voir à quel point ça fonctionne, l'avion de combat franco-allemand, le char franco-allemand, ça on sait faire. Mais après, on a eu pendant très longtemps la difficulté de se dire qu'est-ce qu'on fait avec les porte-avions. Pendant très longtemps, lorsque le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne, on pouvait se dire qu'il y avait des missions pour lesquelles le porte-avions français pouvait être remplacé par le porte-avions britannique. Aujourd'hui, c'est difficilement le cas, même si on appartient les 2 pays à l'OTAN. Et donc là, dans le cadre de l'OTAN, oui, on peut partager. Mais là, européen, l'armée européenne, on en parlait dans une émission récente, on n'y est pas encore. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, comme on l'a fait pour les Airbus, par exemple, les Airbus militaires, oui, aujourd'hui, c'est fabriqué par la France, l'Allemagne, l'Espagne, et on arrive à faire des productions européennes. Pour être engagé aussi dans des missions européennes, mais pas uniquement. Il faut mettre un terme à la fiction européenne dans ce domaine. Il n'y a pas d'armée européenne, il y aura peut-être des coopérations dans ce domaine-là. La défense, ça reste l'apanage de l'État. Il faut en revenir à la pensée de base du général de Gaulle, c'est la première des missions de l'État. L'État avec des frontières. Pourquoi ? Parce que nos intérêts géopolitiques ne sont pas nécessairement les mêmes avec nos voisins. Nos voisins allemands ont des intérêts industriels qui dépassent le strict intérêt des industries de la défense, avec les États-Unis par exemple, comme ils les ont eus avec les Russes pendant très longtemps, les engagements qu'ils ont avec la Chine. Une partie de l'Europe du Nord poursuit d'autres d'enjeux, de stratégie industrielle, parce que confronté à d'autres dangers. Pour une partie des États, ça va dans le sens de l'histoire, de mutualiser ces moyens. On peut mutualiser, mais il y a pas. Mais c'est déjà le cas. Je termine juste là-dessus. C'est déjà le cas, Pascal, parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas de porte-avions européen. Non, mais en revanche, un porte-avions c'est un groupe aéronaval. Il est systématiquement escorté par un ravitailleur, par des frégates, par un sous-marin. Et là, sur certaines missions, vous voyez le porte-avions Charles de Gaulle escorté par des bâtiments britanniques, danois, allemands, espagnols, etc. Ça se fait. Et c'est très bien d'ailleurs.